va te ranger. Regarde, je te prends, tu te ranges, voilà, et tu bouges plus. On est d'accord? On fait un deal, allez. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien débuté l'année. En termes un peu de rétrospective, de comment j'ai pu lire, de qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ma vie de lectrice sur 2025, il y aura une vidéo entièrement dédiée à ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce qui nous intéresse grandement, c'est-à-dire les lectures qui m'ont le plus déçu et les lectures qui m'ont le plus ravi durant cette année 2025. C'est une vidéo que vous aimez beaucoup, c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire aussi parce que j'aime bien me replonger dans les livres que j'ai pu découvrir durant l'année et lesquels auront été vraiment mes meilleures lectures, voire mes pires lectures. On va commencer avec les flops, comme ça on garde le meilleur pour la fin. Dans les flops, il n'y a pas les abandons, parce que j'estime que ne les ayant pas terminés, évidemment que je ne vais pas les mettre dedans. Ça me paraît un petit peu logique. Comme à mon habitude, et je les remercie toujours autant, la vidéo est sponsorisée par l'application de lecture Nextory. Grâce au code que je vous laisse ici et en barre d'infos, eh bien vous avez 60 jours pour tester cette fameuse application gratuitement. Nextory, c'est pas juste un catalogue sur lequel vous allez pouvoir écouter des livres audio. C'est la fonction principale pour laquelle je l'utilise, mais vous avez aussi plein d'autres fonctionnalités, comme typiquement aller découvrir et lire des livres numériques totalement en illimité. Le catalogue vous est ouvert à 100% et vous pouvez aller fureter dans différentes langues. Peut-être que si vous êtes en train de découvrir une langue en particulier et que vous aimeriez bien un peu lire des livres dans cette langue-là, ça peut être une fonction un peu plus facile pour vous procurer des livres en langue étrangère, ou en tout cas pour tester des livres en langue étrangère. Mais bien sûr que le catalogue francophone est très très bien pourvu. À chaque fois, vous avez plein de sélections thématiques, vous avez aussi une fonction calendrier agenda qui vous permet d'aller voir un petit peu les sorties qui vont bientôt arriver sur la plateforme. Vous savez que je suis une fan de listes, donc vous pouvez bien évidemment faire des listes différentes avec des livres qui correspondent à des thématiques que vous aimeriez lire. Tout ça, vous pouvez les sauvegarder directement sur votre profil. Pour la partie audio, vous avez 15 heures de crédit audio qui vous sont offerts durant la durée des 60 jours pour tester justement l'application dans son intégralité. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir et je les remercie toujours autant de me faire confiance. Grâce au fichier qu'Elise nous laisse à disposition, donc de la chaîne A Book and the Cup, tout au long de l'année, j'ai bien évidemment noté mes lectures. Alors je le fais de toute manière via Livre Addict, mais pour ensuite retrouver mes meilleures de mes pires lectures, le système Livre Addict est pas forcément toujours évident parce que je vois pas les notes toutes les unes après les autres dans mes statistiques de lecture. Tandis que, avec le fichier d'Elise, eh bien, je peux trier par notes, et donc ensuite, je vais chercher les meilleures et les pires notes, et ainsi pouvoir établir mon classement. Mais donc sans trop entrer dans les détails, quand je note un livre, il y a plusieurs catégories qu'on va noter de 0 à 10, et ensuite toutes ces notes mises les unes après les autres vont faire une moyenne allant de 0 à 10, vous l'avez capté. Pour les flops, je suis partie sur des notes étant en dessous de 4, et donc il y en a 5 qui sont ressortis de ce en dessous de 4. On va commencer avec le premier livre, qui a eu la note de 3,8 sur 10, La sorcière de Thornfield. J'en ai fait tout un épisode de podcast avec Marion, là aussi je vous laisse l'article et donc le podcast Substack directement dans la barre d'infos. Je vois une réécriture de Jane Eyre, oh là là, moi je fonce, vraiment un peu les yeux fermés. En plus on me promet dans le résumé que Jane Eyre est une sorcière, du coup là je dis mais banco, c'est tout ce que j'aime. Réécriture, vas-y, j'y vais à fond. On discute beaucoup avec Marion de ce titre, j'avance beaucoup dans ma lecture de ce titre, et je suis pas convaincue, je suis pas très contente. La réinterprétation, parce qu'on va plutôt appeler ça comme ça, de cette autrice de Jane Eyre en version sorcière, aurait vraiment pu et mérité beaucoup plus. Et au final, j'ai trouvé que c'était très en surface. Et que finalement, sous couvert de cette magie et de ce mystère d'esprit qui traînerait dans la maison, enfin dans le manoir de Thornfield, on a eu une romance hyper rapide entre Monsieur Rochester et Jane Eyre, qui tombe un peu, enfin, je sais pas. Je comprends qu'on adore ce texte et qu'on ait envie d'en faire autre chose, mais là, en effet, on est un peu tombé dans ce qu'on a appelé avec Marion de la fanfiction, et en plus, c'était pas foufou, parce qu'il y a des très bonnes fanfictions, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ça, c'était pas dingue. Avec la note de 3,4 sur 10, c'était notre lecture commune estivale avec ma maman, Retour à Lake Grove. Alors, ce texte, vraiment, ça partait hyper bien. Alors, vous le verrez, en général, je mets pas des livres dans mes listes de lecture que je me dis, bof, de toute façon, je sens que je vais pas aimer. Non, généralement, c'est que j'ai très envie de les aimer. Après, des fois, ça ne prend pas, c'est comme ça. Retour à Lake Grove, franchement, sur le résumé, le papier
avec ma mère, on était à fond. C'était typiquement ce qu'on avait envie de lire. Il y avait ce côté recherche familiale d'une maison qui a été abandonnée, puis rachetée, puis retapée, et qu'en même temps, il y a des trucs qui se passent un petit peu étranges dans cette baraque. Et donc évidemment, tu commences à te poser des questions, et on a notre héroïne, et qu'elle s'y réfugiait beaucoup dans sa version abandonnée quand elle était plus jeune, pour fuir un petit peu son foyer, maman alcoolique, bref, il y a pas mal d'antécédents dans sa famille. Et waouh, c'était si long pour pas raconter grand chose. Et il y avait des passages à un moment donné, on s'était dit, mais on les a traversés parce que vraiment, on ne voyait pas où ça voulait aller. Et le souci avec ma maman, c'est que tout à coup, on s'était dit, oh, mais là il pourrait se passer ça, mais là il pourrait se passer ça. Et je déteste dire ça, mais on a vraiment eu la sensation que nos idées étaient un peu meilleures. Ou alors c'est juste, on va pas du tout dans les mêmes directions que l'autrice. Et j'avais déjà été déçue par un autre titre d'elle, donc c'est bon, voilà, j'en ai fait 2, pas 3. Pourquoi j'attends toujours un petit peu que mes lectures de Noël se terminent également avant de faire les top flops, parce que c'est vrai que des fois je pourrais les sortir un petit peu avant, parce que bon, les romans de Noël c'est toujours un petit peu la même chose, et du coup souvent ça atterrit ni dans les tops ni dans les flops. Eh bien. Là j'en ai quand même 2, mais qui ne sont, un c'est de cette année, l'autre c'est pas de cette année, c'est un de l'année 2024 que j'ai fini sur début 2025. À la 3e position de ce flop avec la note de 3,2 sur 10, nous avons Noël au manoir de Anne Perry. Je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé dans les vlogs, c'était brouillon au possible, tu sentais qu'il y avait une histoire qui avait été écrite avant avec ces personnages-là, et que là on avait en fait juste un petit bonus de quelques années plus tard ce qui a pu leur arriver, et qu'est-ce qui se passe à ce Noël-là. Un truc d'espionnage, où le gars doit récupérer un papier venant d'une nana, mais il sait pas laquelle c'est, donc tout doit se jouer un petit peu entre regards et tout. En même temps, j'étais là, tu sais, je lisais le truc, j'étais mais pourquoi je lis ça en fait? Je m'en fous. Terminé dans les premiers jours de janvier 2025 avec la note quand même de 2,2 sur 10. Nous avons Meurtre sur le Christmas Express. J'avais beaucoup aimé le premier, c'était Meurtre à Endgame, il me semble. C'était un petit peu fastoche, je sais, mais je l'avais bien positionné, il était dans mes tops d'il y a 2 ans de ça, il me semble, justement. Là, je me suis dit, nickel, je reprends la même autrice. En plus, on est dans un train, je vois un peu l'inspiration Crime de l'Orient Express. Mais c'était d'un nul. Horrible ce truc. J'ai même plus trop souvenir, je sais juste que aucun des personnages n'est crédible. Il y a un meurtre dans un train, avec évidemment plein de personnages, dont une qui doit aller voir sa fille qui va bientôt accoucher en Écosse, sauf que c'est Noël. Elle a raccroché son badge d'enquêtrice, mais du coup bien évidemment que là, elle va devoir enquêter. Rien n'avait de sens. C'était un enfer à lire, un enfer. C'était un enfer et pourtant, ce n'était pas le pire de l'année. Pour vous dire, j'ai tellement occulté ce titre de ma mémoire, tellement il m'a énervé, tellement je l'ai détesté, que j'étais sûre que je l'avais pas lu cette année, mais l'année d'avant. C'est vous dire, quand je l'ai vu dans le listing, j'ai fait « Ah ouais ?» Bon, d'accord. Donc avec la très gentille note de 1,8 sur 10, en flop 1, nous avons Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Oh mais quelle plaie ce bouquin. Donc, Jérôme Loubry est entré dans ma bibliothèque avec ce titre et Les Refuges. Je commence Les Sœurs de Montmort là, justement je crois en janvier ou février, parce que pioche de lecture hivernale, il va pas faire très beau, on est dans une petite bourgade, on a un nouveau flic qui vient d'arriver, et tout à coup il commence à y avoir des meurtres. D'abord un, puis très vite un deuxième, puis très vite un... Et assez rapidement, c'est l'escalade. Donc lui, il est un petit peu... Voilà, on m'a dit que la bourgade était vraiment sans histoire, et je débarque et il y a 4 meurtres les uns après les autres, quoi. Sauf que souci, très très rapidement, les 2 ou 3 seuls protagonistes féminins sont traités d'une manière par l'auteur que je n'ai pas comprise. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins ressenti dans Les Refuges, que j'ai lu la même année, parce que je me suis dit, ne te laisse pas abattre, voyons, tout le monde t'a dit que Les Refuges étaient super, et c'est vrai que Les Refuges étaient bien. Mais celui-là, j'ai vraiment détesté le traitement des personnages féminins, j'ai trouvé que l'histoire était... Ça partait trop dans tous les sens, il y avait vraiment trop de choses qui n'allaient pas, et tout à coup on arrive à la fin, et j'ai eu ce sentiment que l'auteur était un peu aux prises avec son intrigue et à se dire comment je vais pouvoir expliquer, parce qu'il y a vraiment une explication assez, tirée par les cheveux, mais qui, au pire, soit, c'est ton explication, donc amène-la. Et en fait, tu sens que il est à la fin de son histoire, il doit absolument te balancer le twist, et t'es là, waouh, tout ça pour ça, c'est tellement trop. Ce que j'aime dans les thrillers, et surtout dans les thrillers psychologiques, c'est me faire balader. Bien sûr que j'adore ça.
Mais il y a balade et balade. Il y a randonnée niveau 10, où tu comprends rien, où tu te casses la gueule 40 fois parce que t'as des dénivelés comme ça. Et il y a la rando tranquille, où tu dis ok, je sais pas trop où on va aller, mais on va voir des beaux paysages, et je me laisse surprendre, et c'est joli, et j'apprécie, tu vois. Là, j'étais dans la première version. J'adore qu'on me fasse des retournements de cerveau, mais en même temps, j'aime bien comprendre. J'aime bien me dire, je pouvais avoir des pistes pour y arriver. C'est juste que je les ai pas vues, mais j'aime bien qu'on me donne quand même un petit peu de quoi arriver à ça. Là, j'ai pas eu. Là, j'ai rien compris. Là, j'ai trouvé ça, mais... Oh là là, c'était si mauvais. Bon, bref. Passons, c'était le flop 5 de mon année 2025. Pour le top 10, je suis partie sur le même principe. Et donc là, nous allons avoir à la 10e position, mes mentions honorables, on va dire, parce que j'ai 4 livres de 4 styles assez différents, que j'ai beaucoup aimés, et qui n'ont juste pas eu la note de 8 sur 10. Les autres, à partir du 9 jusqu'au premier, ça dépasse le 8 sur 10. Donc ces 4 romans ont eu la note de 7,8 sur 10, ce qui est pour moi une excellente note. Le premier, ce sera The House Across the Lake de Riley Sager. C'est ma petite tradition maintenant, j'aime bien lire cet auteur une fois par année. Je crois même que j'en ai lu 2 cette année. Mais The House Across the Lake, ça va nous raconter l'histoire de cette femme qui, après un bad buzz, vient se retirer dans le chalet de sa famille. Et en face de sa maison, il y a une autre maison qui vient d'être achetée par un couple, et un jour, elle voit ce couple se disputer, puis la femme du couple va disparaître. Donc elle commence à enquêter un petit peu sur cette histoire. À la fin du livre, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui ne l'ont pas aimé, justement, parce que c'est parti dans une direction qu'ils n'attendaient et qu'ils ne souhaitaient pas forcément. Ce que je peux comprendre, de mon côté, je pense que j'ai été assez séduite par l'intrigue, justement parce qu'elle a ce côté tout à coup vraiment où tu es en train de lire un certain genre de livre, très clairement un peu thriller domestique, et tout à coup, passé l'autre moitié du livre, tu pars dans complètement autre chose. Tu abandonnes le thriller domestique pour te tourner dans un truc légèrement fantastique, et j'étais là. Je ne voyais pas ça, et j'ai trop aimé. Pour faire un parallèle avec Les Sœurs de Montmort, qui a aussi, en effet, un peu à un moment donné, cet effet de bascule, qu'on pourrait dire, mais t'as aimé l'effet de bascule ici, mais pas dans l'autre, pourquoi? Ce qui m'a plu ici, c'est que la bascule tourne du côté fantastique, je pense. Tandis que dans Les Sœurs de Montmort, on est plus, ça tourne dans un côté scientifique, ce qui m'a moins plu. Voilà, pour pas trop en dire non plus. Mais donc la note de 7,8 sur 10 lui va parfaitement bien, et j'ai été très heureuse de lire ce livre durant mes vacances d'été. On change de style et d'univers. La petite boutique des sortilèges. Ça a été mon coup de cœur en termes de cosy fantasy ces derniers temps, parce que j'ai eu exactement ce que je recherchais. J'ai eu ce côté très famille recomposée, famille qu'on se choisit, quête également de l'héroïne qui n'est pas non plus un truc absolument trop énorme pour elle, et qu'elle a un peu ce cliché de l'élu qui doit absolument... Non, c'est une simple petite bibliothécaire qui doit fuir la révolution dans sa ville. Sur le coup du stress, elle part en bateau avec sa plante qui parle et 5 caisses de bouquins. Elle revient sur sa petite île natale, et sauf que ça fait tellement longtemps qu'elle est partie qu'elle doit un peu tout recommencer. Elle retrouve la petite chaumière de ses parents, elle la retape gentiment, et elle aimerait apporter un petit peu de joie de vivre et de facilité aux habitants de l'île. Et donc, à force de bouquiner les livres de magie, elle va leur apporter un petit peu de magie. Un petit défaut à un moment donné, c'est que j'ai trouvé que la répétition des actions vers la fin, il y a genre 3 fois le même cas un petit peu pour te faire un peu croire qu'il va se passer un truc horrible, parce que quand même il y a un peu d'intrigue et un petit peu de suspense. 1, c'était cool, 2, c'était sympa, 3, c'était limite un peu de trop, mais sinon j'ai trouvé que l'ambiance, l'univers, les persos, je m'y voyais quoi, c'était hyper doux, c'était très réconfortant. Au printemps ça m'a fait beaucoup de bien. Toujours à cette 10e position, ces liens qui nous enchaînent de Kent Haruf, que j'ai lu au début de l'année 2025. Ça commence très lourd, il y a une ferme qui prend feu. À l'hôpital, il y a une femme d'un certain âge maintenant, qui est dans le coma et qu'on accuse quand même gentiment un peu d'avoir foutu le feu à sa ferme, volontairement. On va revenir en arrière sur sa vie à elle, et tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a sacrifié au final pour cette ferme, pour sa famille, et toutes ces choses que finalement elle n'aura jamais vraiment pu vivre, elle n'aura jamais eu la liberté qu'elle aurait voulu et mérité. Tout ça à cause des hommes de sa famille. C'est encore une fois, l'auteur, je sais pas comment il fait, mais il arrive à te prendre tes tripes et à te dire « Oui, tu vas souffrir un peu, mais tu verras, c'est trop cool, et tu vas aimer ça. » Et ça m'a un peu... Ouais, ça m'a un peu tout
tourneboulé comme je dirais. Voilà, c'était très beau. Et on termine cette place numéro 10 avec la saga des Casalettes, le tome 1. J'en ai lu 2 cette année, tome 1 et tome 2. Je pense que j'ai préféré le premier, parce qu'on a vraiment une période un peu plus large, avec vraiment les grands-parents, les 3 enfants, non, 3, non ils sont 4, les 4 enfants, et les petits-enfants. Et il y a vraiment ce côté, beaucoup de l'innocence, mais en même temps on sait, vu les années où ça se passe, que la guerre, elle se profile et que bientôt elle va arriver, et sauf que ça leur paraît encore tellement loin, et ils ont toutes leurs petites habitudes, leurs petites vies. Mention spéciale justement, je l'ai écouté sur Nextory grâce à la version audio, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus agréable. J'avais le livre en papier chez moi et j'y allais à reculons. Je voulais pas y aller parce que j'avais envie de découvrir cette histoire et en même temps j'avais pas envie. C'était écrit très petit, c'était gros. Je m'étais dit, si je m'en sors pas avec les noms des personnages et tout. La narratrice fait un tel bon travail de narration que tu te laisses prendre au jeu. Et j'étais, mais tu sais, Père Castor, raconte-nous une histoire, quoi. Je l'écoutais et je là. Je buvais ses paroles. 9e et 8e position parce qu'ils ont la même note. Ils ont 8 sur 10. Il y a Le Silence des Repentis, que je n'ai plus en ma possession parce que j'ai dû le prêter à ma mère, je pense, voilà, qui m'a dit tu l'as bien aimé, j'aimerais bien le lire. Et en effet, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je dirais un peu dans la lignée de ces liens qui nous enchaînent pour faire un rapprochement entre les différentes lectures de ce top. On a quelque chose d'assez, comment dire, viscéral dans la plume. Dans cette histoire, on va rencontrer un père qui vit reclus dans un no man's land avec sa fille, et cette dernière grandit, elle a une dizaine d'années, commence à poser de plus en plus de questions. Pourquoi on est là? Pourquoi on part jamais? Pourquoi on se cache? Et donc tu sens que le père a fait un truc pas cool. Il attend chaque année, il y a un de ses potes qui doit venir lui faire son ravitaillement, et ensuite il peut tenir 1 an avec ça. Et sauf qu'une année, ce pote ne vient pas. Donc évidemment, c'est un petit peu problématique. Et à partir de cet événement qui ne se déroule pas comme prévu, évidemment va en découler toute l'histoire que nous allons suivre. Et c'était hyper beau. Et en même temps, j'avais peur de la finalité de l'histoire. J'avais peur que toute cette beauté soit un peu saccagée par un truc, un twist, que sais-je. Et au final, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était assez cohérent avec le reste de l'histoire. Ça rendait même les personnages vachement plus crédibles. Et je pense que c'est des situations qui peuvent arriver réellement. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai mis tous les autres livres de l'autrice dans mes listes d'envie. On pourrait dire sur la même marche du podium, mais donc en 8e position avec toujours la même note, j'ai quand même mis Assistant to the Villain. Qui l'eût cru? Moi qui avais tellement peur de ce livre, qui me disait tellement que j'allais pas l'aimer, au final je crois que je me suis tellement persuadée que j'allais pas l'aimer, que je l'ai aimé. Ma barre était si basse que, allez, faisons-nous confiance et ça va le faire. Dans ce livre-là, je vais vous le pitcher très rapidement, parce qu'il me semble que j'en ai parlé 150 000 fois déjà cette année. Evie Sage cherche un job, elle va rentrer en tant qu'assistante du vilain du coin. Donc on a un peu ce schéma de narration à la conte de fées. Il y a le vilain, il y a le gentil roi. Et sauf que du moment qu'elle rentre en tant qu'assistante auprès du vilain, bizarrement il y a plein de trucs qui cafouillent. C'était bien foutu, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup rigolé, donc je trouve qu'il mérite vraiment plutôt bien sa place. En 7e position, avec la note de 8,2 sur 10, nous avons La Dernière Allumette, que j'ai écoutée en audio, justement grâce à Nextory, de Marie Vareille. Ma mère a tellement aimé ce livre, m'a dit mais il faudrait vraiment qu'on en parle, il faudrait que tu le lises. Je le vois sur Nextory, je dis allez, let's go. On avait d'ailleurs filmé notre réaction ensemble, et c'était aussi le livre d'une vidéo que j'avais sortie en début d'année dernière, où beaucoup, en fait, sur 2024, beaucoup de gens m'avaient conseillé ce livre, mais vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être que je passe à côté de quelque chose, on va le lire. Et je me souviens avoir titré la vidéo Ça passe ou ça casse, je lis votre meilleure lecture de l'année 2024, un truc un peu putaclic comme ça. Écoutez, ça va très bien fonctionner, voilà. Et en plus, j'étais moi-même très surprise et très contente de cette lecture parce que je l'ai trouvée géniale. Voilà, je me suis laissée berner. Alors est-ce qu'avec la version audio, j'avais peut-être moins ce côté à chercher le moindre petit détail? Je me suis laissée embarquer. Twist, à la fin, il y en a peut-être 2 justement. Il y en a 1, je l'ai compris très vite dans l'histoire, mais l'autre, je nageais, mais j'étais là, je comprends pas. Bref, on va rencontrer une jeune femme qui a fait vœu de silence et qui vit dans un couvent. Et sauf qu'aujourd'hui, son frère vient lui rendre visite parce qu'il a des choses un petit peu à se confier. Il est pas très bien par rapport à une situation. À la fois, durant leur enfance et la vie d'adulte, on va avoir un peu le parallèle entre les 2 histoires. Ouais, je vous le résume hyper mal, c'est totalement voulu. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu grâce à ça que j'ai passé un bon moment de lecture. C'est que le résumé était super vague et flou, j'avais trouvé.
Ce qui fait que je suis rentrée dans l'histoire sans trop savoir ce que j'allais lire, enfin écouter. Et ça a franchement hyper bien fonctionné pour moi, donc j'espère que ça le fera pour vous aussi. Avec la même note, et donc un peu sur la même marche du podium, en 6ème position, là aussi c'est un livre que j'ai prêté, La Maison au Sortilège de Emilia Hart. J'ai lu 2 Emilia Hart cette année, j'ai ensuite continué avec Les Sirènes, que j'ai un peu moins aimé, qui était sympa mais moins. C'est vrai que j'ai préféré La Maison au Sortilège, qui elle rentre totalement dans la ligne des livres que j'adore. On y voit beaucoup de féminisme, de sororité, de sorcellerie aussi, donc vraiment il y avait le package, c'était tiens, c'est fait pour toi. 3 générations de femmes différentes, 1600, début des années 1900 de nos jours. Chacune vont vivre des tragédies à leurs époques. Toutes vont finir par se réfugier dans une maison en particulier qui va un peu les lier à travers les siècles et à travers leur destin. J'ai trouvé que c'était bien ficelé, c'était bien foutu. Je l'ai aussi fait à moitié en version audio et en version papier, donc j'ai mixé les formats. La narratrice, enfin les narratrices, parce qu'elles ont fait le choix d'avoir 3 narratrices différentes pour les 3 personnages féminins différents. J'ai trouvé que c'était génial. Elles n'avaient pas forcément des voix si différentes les unes des autres, mais il y avait quelque chose, ce qui faisait que dès que ça commençait, je trouvais qu'on captait très vite avec qui on était. C'est pas que c'est forcément une lecture avec beaucoup de retournements, moi j'ai trouvé que l'histoire à la fin, quand il y a quelques secrets qui doivent être un petit peu révélés, je les avais vus venir, et ça m'a pas dérangé d'avoir capté. C'était pas forcément ça pour moi la force du bouquin, c'est pas avec ça que tu t'attends à avoir le truc absolument incroyable. J'ai trouvé que c'était justement juste le point final de tout ce que t'avais lu au départ. Et j'étais contente d'avoir ces fins là pour chacune d'entre elles. C'était très très chouette. En 5ème position, avec la note de 8,4 sur 10, L'orage qui vient de Louise May, parce que j'avais envie un peu de ce côté rage. Je sais qu'en anglais ils ont un terme pour ça, c'est rage reading il me semble, quelque chose comme ça, et des fois c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en lecture, c'est m'énerver sur un livre, pas parce que je le trouve nul, quoique des fois ça peut m'arriver aussi de trouver ça drôle de m'énerver sur un livre que j'aime pas, mais souvent non, parce que moi j'aime bien passer un bon moment, mais celui-ci quand je l'ai pris, je savais que ça allait être un texte qui allait un peu m'énerver, mais de la bonne façon de s'énerver, tu as vraiment le côté un peu révolte, voilà. On est dans un monde, on n'imagine pas très loin après nous, où il y a eu un problème. Les villes se sont un peu rétractées les unes sur les autres, et surtout les hommes sont devenus assez fous. Donc, on va se retrouver dans un hameau fait uniquement de femmes qui se protègent et qui vivent les unes les autres ensemble. Elles ont vraiment un système hyper bien rodé de comment ça se passe, de comment qui fait quoi, etc. Jusqu'au jour où un jeune homme toque à la porte du hameau pour prêter main forte. Nous, notre héroïne, elle a 14 ans, à peu près, 14-15 ans quand on la rencontre, et elle est pas tant fan de cet étranger. Elle se rend compte, et pourtant il arrive vraiment à manipuler son monde. Il est là, il fait le beau, il fait le fier, il rend service, il fait des trucs, enfin bref. Sauf qu'elle, elle tombe pas dans le panneau, contrairement à beaucoup d'autres. Et plus ça va aller, plus elle va réussir à récupérer des femmes de son côté, à dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce mec. Et à un moment donné, il y a un climax, évidemment, qui arrive, et je trouvais que c'était très efficace. On peut s'en douter un peu, à un moment donné, ça tourne au fantastique. Pour moi, c'est déjà du fantastique, vu comment ça commence, et donc ça le devient encore un peu plus à un certain moment. Et ça allait tellement bien avec. Il y avait tellement de... Ça faisait tellement écho à certains changements qui s'opèrent à un certain âge, dans certains corps, enfin... Tout ça s'était mélangé et mis ensemble dans un texte assez court et assez coup de poing. Je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'on veut lire en fait. On veut lire des textes qui n'y vont pas par 4 chemins, qui prennent pas 100 pages pour te décrire un truc. On peut avoir des très très bonnes histoires qui sont racontées en très peu de pages et qui vont droit au but et à l'essentiel. Et c'était exactement ce que ce titre m'a fait, et ce qui fait qu'il est plutôt bien placé, je trouve, dans toutes les lectures que j'ai pu faire cette année. En 4ème position, avec la note de 8,6 sur 10, nous avons le Glendy Vandera de l'année. Bien évidemment, l'année passée c'était Là où les arbres rencontrent les étoiles, cette année c'est Dans la forêt des larmes, bien sûr. Je pensais pas que qu'il allait être si haut dans le top, parce que je me souviens que c'était une bonne lecture, que j'ai trouvé ça très beau, et après coup, je me suis dit, ah si, t'as pleuré comme une madeleine à la fin en fait, voilà, c'était ça. L'émotion m'a cueillie, et voilà, je me suis laissée prendre au jeu. Notre héroïne est un peu surmenée. Elle a 2 jumeaux qui ont
4 ans, je dirais. Et elle part faire un petit tour en forêt. Et dans le maxi-cosy, la nacelle pour la voiture pour les tout petits bébés, elle a sa petite dernière, Violette. Ils partent de la place de parking où elle s'était garée avant d'arriver à la forêt. Il y a eu un monstre accident avec un gobelet d'eau qui s'est renversé, enfin bon bref, je sais plus trop quoi. Et là, elle se rend compte qu'elle a pas sa fille. Elle a oublié le maxi-cosy sur le parking. Le temps qu'elle fasse demi-tour, qu'elle arrive au parking, le maxi-cosy est pas là. Donc là, évidemment, c'est l'angoisse, c'est l'horreur. Et j'ai beaucoup aimé le résumé parce qu'on nous dit que ça. Qu'est-ce qui se passe après? C'est tout le reste du bouquin. Et vraiment, je vous dis, la perte du bébé, c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est le résumé. Tout ce qui se passe après, tu le découvres pour la première fois et c'est pas une attente que tu as que le résumé t'a donné, ce qui des fois peut être un peu le cas. J'ai trouvé que c'était très beau. Il y a rien de surprenant, il y a rien de waouh qui se passe non plus dans l'histoire. J'ai juste trouvé que c'était bien mis ensemble, que ça faisait écho à des très très beaux destins et qu'il y avait des belles histoires qui étaient racontées. Et c'est ce que Glendy Van Der Raa sait très très bien faire, je trouve. On arrive au top 3. Oh mon dieu. En 3e position avec la note de 8,8 sur 10. J'étais tellement contente de lire ça cet automne, mais vous avez pas idée à quel point j'étais contente de lire ce livre. J'en attendais rien du tout. Je l'ai acheté sur un coup de tête total il y a plus d'1 an en arrière, en grand format, tout bien, et en fait j'ai trop kiffé. Et ça, typiquement, je pense que c'est un sujet dont on va parler la semaine prochaine. C'est un sujet dont on va parler la semaine prochaine. Donc place numéro 3, pour un meurtre absolument splendide. Ce livre était génial. Est-ce qu'il mérite à ce point la 3e place? Je sais pas, mais vu l'effet de jouissance qu'il m'a procuré au moment de la lecture, je dis que oui. C'était exactement tout ce que j'avais envie de lire et d'avoir dans ce genre de bouquin. Béatrice Steele est la plus grande des filles de la famille Steele, elle n'est toujours pas mariée, et elle a un sacré penchant pour les affaires criminelles. Voilà, donc évidemment sa mère est pas ravie. Ils vont passer au bal d'automne d'une très grande et illustre famille qui sont leurs plus proches voisins à quelques kilomètres. Et là-bas, elle espère, sa mère, trouver un mec pour sa fille, parce que là, ça commence à bien faire. Soit le maître des lieux qui les accueille, soit un invité mystère et vachement connu visiblement qui doit débarquer. Béatrice a 2 sœurs, plus jeunes qu'elle, qui ont chacune leur personnalité. On va résumer ça comme ça, voilà. Très vite, durant ce bal, il va y avoir un meurtre. Ou en tout cas, il va y avoir un décès. Voilà. Et c'est un meurtre, on ne le sait pas tout de suite. À partir de ce moment-là, Béatrice sort tout son attirail de super enquêtrice, et sauf qu'elle va se faire piquer l'affaire par un réel enquêteur qui est vraiment là et qui a vraiment été invité pour ce bal, parce qu'il accompagnait l'invité de Marc. Donc elle est un petit peu... J'aurais bien voulu mener l'enquête, et lui, il insiste pas vraiment, mais on va lui coller un peu Béatrice dans les pattes en se disant, bon, si vous êtes 2, vous y arriverez peut-être plus vite. Parce que, évidemment, c'est la gabegie partout, c'est pas qu'il neige, mais il y a une pluie d'enfer dehors, c'est la grosse tempête, donc on ne sort pas réellement. La police a été appelée, mais on n'est pas en 2025, quoi, tu l'imagines bien. Donc les gens, ils vont pas débarquer très très vite. Hein, la police, elle va pas venir en 5 minutes. L'enquête commence donc. Et on a pour moi vraiment tous les éléments absolument divins de ce genre d'enquête, carrément surannée, où Béatrice doit faire son enquête en prenant des pincettes un petit peu avec tout le monde. L'enquêteur, il est d'un ennui mortel. Et en effet, j'ai eu une petite crainte à la fin, et finalement ça ne s'est pas passé, et j'étais trop contente. Et donc, c'est quand vous voulez pour avoir la suite, hein, parce que moi, si toutes les enquêtes elles sont comme ça, je signe, je veux, et j'en lirai bien un par année, quoi. Vraiment. J'ai passé un moment excellent. Elle te donne exactement le bon nombre d'indices pour te permettre peut-être de mener toi-même ton enquête si tu as envie, ou non. Il y a des moments pleins d'humour, que j'ai trouvé vraiment absolument délicieux. J'ai dû changer de batterie, c'est que je parle trop. La première et la 2e place ont exactement la même note. Là, encore une fois, j'ai dû faire un choix entre les deux, car les 2 livres ont eu la note quand même assez, je trouve, exceptionnelle, de 9 sur 10. J'ai décidé de mettre en 2e position la fin de la trilogie de l'hiver de Catherine Arden, L'hiver de la sorcière. Vous savez que le tome 2 a été mon préféré. Ça arrive jamais, parce qu'habituellement, j'aime pas les tomes 2, et pourtant, j'ai trouvé que le tome 2 était et reste, à mon goût, le meilleur de la trilogie. La fin est géniale. J'ai adoré cette trilogie, je vais pas vous résumer, vous repitcher le truc, je vais vraiment juste vous le présenter comme ça, parce que c'est un tome 3 déjà, donc voilà. Mais il clôture la trilogie de façon
totalement cohérente avec le reste de l'histoire. J'ai trouvé que le suspense et l'action étaient bien présentes. On retrouve encore et toujours cet amour de Catherine Arden pour les légendes, pour le folklore, et en même temps pour ses personnages, parce que purée, il y a une scène à la fin, mais qu'est-ce que j'ai pleuré. Et pourtant, je pense que pour ceux qui l'ont lu, c'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez. Je dis ça comme ça. Parce qu'il y a 2 scènes qui pour moi à la fin sont quand même assez impactantes comme ça, et je pense clairement que l'une d'entre elles m'a fait plus que l'autre. Oui, je te jure. L'autre scène pour moi était presque convenue, attendue. J'étais préparée à ça. L'autre pas du tout. Ce qui m'a achevée à la fin. Voilà. Donc très bonne trilogie dans son ensemble. Pourtant vous savez que le premier ne m'a pas spécialement convaincue. Mais s'il vous plaît, laissez-lui sa chance. La suite est absolument géniale. Et alors qu'est-ce qu'on a mis en première position? Bah je vous le demande, ma petite dame. Alors peut-être que pour ceux qui ont vu La Pioche hivernale, ça ne va pas faire beaucoup de surprises, vu que je parle d'un autre roman de l'autrice que j'aimerais beaucoup lire, qui est sorti là en fin d'année dernière. Il s'agit de Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilly. J'ai mis spécialement le premier, j'ai mis entre parenthèses le tome 2, parce qu'évidemment toute la duologie est géniale, mais j'ai vraiment eu un immense coup de cœur sur le premier. Parce que pour moi, ça représentait tout ce que j'aime dans une bonne fantaisie. Parce que certes, il y a un peu d'amour à un moment donné dans l'histoire, mais je trouve que le reste est tellement plus présent et tellement plus important que l'amour n'est vraiment pas au premier plan. Je crois que je vous l'ai déjà résumé 1000 fois là aussi, encore une fois, mais c'est pas grave. Le royaume est sous une malédiction depuis des siècles maintenant, et si tu te fais contaminer par une brume magique, tu peux développer de la magie, sauf que la magie n'est vraiment pas appréciée par le royaume, et toutes les personnes contractant de la magie vont être chassées, voire tuées. Notre héroïne, Elspeth, va être contaminée par la magie dans son enfance. Sa famille va la cacher. Et sa magie va se propager assez rapidement en elle, donnant lieu à une sorte d'entité qui vit avec elle dans son esprit. Pour lever la malédiction, le royaume a une chance, une seule, c'est de rassembler un jeu de tarot qui s'est complètement dispersé au fil du temps. Certaines personnes ont certaines des cartes, mais bien évidemment que les plus précieuses et les plus difficiles à obtenir sont celles qui n'existent que par 1, 2 ou 3 exemplaires. La dernière étant bien évidemment celle que tout le monde recherche. Je sais que ce résumé est un peu flou, et je sais aussi que quand je l'ai lu la première fois, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai rien compris, je sens que je vais être perdue, ça va être l'enfer. Et en fait, j'en avais parlé avec Mathieu Guibé, un des co-auteurs de Nin. On parlait plus de l'aspect du livre, hein, pas du livre en tant que tel, parce qu'il l'avait déjà lu et il l'avait beaucoup aimé. Et justement, je lui fais part que j'ai ce livre dans ma pioche et que j'étais pas trop sûre si j'allais le lire ou pas, parce que honnêtement, j'avais pas compris grand-chose au résumé. Là, très clairement, il m'a rassurée, il m'a dit d'y aller, les yeux fermés, et que ça allait être génial. Et en effet, j'ai adoré. C'était tellement bon. Oh là 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 là, c'était incroyable, c'est tout ce que j'aime dans la fantaisie. C'est noir, c'est sombre, c'est pas facile, ça se casse la gueule, il y a des coups fourrés absolument partout, il y a un royaume corrompu, voilà. Ah purée, c'était bon, voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Et nous y voilà, j'ai terminé ce top et flop de mon année 2025. J'espère que 2026 me réservera autant de très très belles lectures. Je n'ai pas peur, je sais que certaines seront moins bonnes. Ça fait aussi partie de la magie de la lecture. C'est, ma foi, de ne pas savoir sur quoi tu vas tomber, de ne pas pouvoir prédire que toutes tes lectures seront exceptionnelles, et ce n'est pas très grave. Vous vous en doutez un peu, mais j'aimerais que dans les commentaires vous me citiez votre meilleure lecture de votre année 2025, ou allez, les 3 si vous n'arrivez pas à faire un choix, et peut-être la pire, parce que je suis toujours intéressée par ceux qui ont détesté des livres, je trouve ça génial, donc dites-moi aussi laquelle vous a le moins convaincu durant votre année. Moi je vous embrasse très fort, je remercie encore une fois Nextory de sponsoriser cette vidéo, et je vous dis à très vite pour la prochaine.